Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya Bangkoko. Merci de nous suivre encore aujourd'hui, très chers téléspectatrices et téléspectateurs, pour ce nouveau numéro du magazine CAP sur la décentralisation. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la libre administration des provinces. Comme vous savez, la réforme de l'organisation politique, territoriale et administrative opérée par la Constitution porte entre autres sur le nouveau découpage territorial dont le nombre de provinces passeront progressivement de 11 à 25 provinces, en plus de la ville de Kinshasa qui a statut de province. Ce nouveau découpage va multiplier le nombre de pôles de développement sur le territoire national et devra donc rapprocher les gouvernants aux gouvernés. La dotation d'une autonomie politique, administrative, financière et économique, c'est aussi une de grandes responsabilités que la Constitution confie aujourd'hui aux provinces. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Albert Echumba, expert en décentralisation et conseiller du ministre de la fonction publique en charge de la décentralisation administrative et des questions de la modernisation de l'administration publique. M. Albert Echumba, bonjour. Bonjour madame. Pour notre première question, nous voudrions savoir si la loi numéro 08/016 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces a-t-elle clarifié les rapports entre les échelons de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir central et les provinces d'une part, et entre les institutions provinciales d'autre part? Merci beaucoup de la question, madame. Je vois que vous évoquez une loi qui a été votée en 2008 et aujourd'hui nous sommes en 2014. D'entrée de jeu, je dirais que le constituant a voulu donner notre République démocratique du Congo un mode de gestion. La décentralisation est conçue comme le mode de gestion qui devait circonscrire l'organisation et l'administration de la République démocratique du Congo. Et ce mode de gestion a des piliers. Le premier pilier pour la décentralisation, c'est l'arsenal juridique. En son temps, nous avions dénombré une quinzaine, si pas vingtaine de lois. Donc la loi que vous évoquez est une des premières lois qui avait été votée en 2008, juste après le Forum national sur la décentralisation qui a été organisé par nos soins en 2007. Votre question est de savoir si cette loi a clarifié le rapport. Et vous abordez là une autre loi. En fait, ce n'est pas cette loi qui devait clarifier les rapports entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. C'est la loi reprise par la Constitution en son article 3, alinéa 4, qui devait être une loi organique relative aux entités territoriales décentralisées pour clarifier, en fait, une loi fixant organisation, composition des entités et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et en même temps qui clarifierait le rapport entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Notre Constitution tire sa source de cet article-là, l'article 3, alinéa 1, qui donne les provinces et les entités territoriales décentralisées une personnalité juridique et qui dit qu'elles sont gérées par des organes locaux. Les principes énoncés dans l'article 3 de la Constitution sont des principes fondateurs pour lesquels on devait prendre une loi portant statut, organisation et fonctionnement de la province. Mais il a plu aux législateurs, conformément à l'article 196,
l'article 196 dit que les provinces sont organisées en vertu des principes énoncés dans l'article 3. La Constitution est claire, il parle d'autonomie, pas politique. Les provinces jouissent de l'autonomie de gestion de leurs ressources matérielles, financières et techniques. Donc les provinces devaient être organisées selon l'article 196 en tenant compte de ce principe-là. Mais les constituants, dans son article 123, alinéa 1, revient sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, des entités territoriales décentralisées, leurs compétences et de leurs ressources. Vous comprenez que là, le législateur voulait, si je puis me permettre, circonscrire un peu cette libre administration. On donne une libre administration. La Constitution reconnaît une libre administration et une autonomie de gestion. Pour ne pas se perdre dans, entre guillemets, cette liberté d'administration, pour ne pas tomber, je puis dire, dans les libertinages, les législateurs devaient fixer les principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Et ces principes, il y en a 16. Malheureusement, dans la loi que vous évoquez, il n'y a aucun principe qui a été édité. Au contraire, cette loi, au lieu de clarifier les choses, elle est venue compliquer. Parce que j'ai énoncé des articles, la 196, enfin 196, et la 123, alinéa 1. Maintenant, aujourd'hui, nos provinces sont régies selon les principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Donc l'article 123.1, qui ne devait s'attarder que sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources. Le Constituant ne nous a pas dit d'organiser les provinces en vertu de cet article-là. Non. Maintenant, c'est cet article qui organise les provinces. Le Constituant nous a dit organiser les provinces selon l'article 196 en vous basant sur le principe énoncé à l'article 3. C'est-à-dire ne pas ignorer qu'une province aujourd'hui et les entités territoriales décentralisées ont désormais une entité, une personnalité juridique pour rester devant. Parce que pour être une entité territoriale décentralisée, il faut avoir 4 conditions. Avoir une personnalité juridique, avoir des organes, donc des membres, et ces membres ont des animateurs élus par le peuple, avoir des compétences et avoir une autonomie de gestion. Vous voyez, donc le Constituant voulait que cette loi et que les provinces soient organisées en n'oubliant pas ces principes. Mais je crois qu'il y a une confusion qui s'est enlisée. Aujourd'hui, nous avons la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Mais c'est dans cette loi où on parle des relations entre les provinces et le pouvoir central. Je ne sais pas si vous comprenez la difficulté. Et l'autre loi qui est énoncée dans l'alinéa 4 de l'article 3 de la Constitution, qui parlait de la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, ainsi que le rapport entre le pouvoir central, les provinces et les ETD, a été, si je peux dire, retranché pour former une loi à part. Et en ce moment, nous parlions de la triangulation de la loi. Parce qu'au début, il y avait une seule loi qui portait statut de la province. Aujourd'hui, on en a 2 et une 3e qui est celle de la conférence de gouverneurs. Donc, je dirais que ça n'a pas vraiment clarifié les choses, d'autant plus que pour que la décentralisation soit vraiment effective, il faut que tout l'arsenal juridique soit mis en place. Ces lois ont été adoptées bien avant, alors qu'il y a d'autres lois importantes qui ne sont pas aujourd'hui en chantier. Je pense à la loi organique fixant l'organisation, le fonctionnement des services publics du pouvoir central, de provinces et des entités territoriales décentralisées. Normalement, c'est une loi organique et cette loi devait précéder
la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Une loi est une loi, c'est de la loi est dure, mais c'est la loi, malgré les imperfections qu'elle comporte. Mais c'est cette loi qu'on applique. Mais nous avons aujourd'hui des difficultés pour aller maintenant au transfert des compétences. Parce que quand nous allons mettre les mesures d'application de cette loi organique, la loi organique portant, fixant l'organisation, les fonctionnements et les services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées, c'est là qu'il y aura une démarcation claire et nette. Et là, c'est vraiment le partage et les compétences. Quelles sont les compétences qui viennent sur le pouvoir central, celles qui viennent sur les provinces et celles qui sont réservées aux entités territoriales décentralisées, qui est normalement un troisième acteur, puisque la gouvernance en République démocratique du Congo, ça devait d'être en 3 paliers. Nous avons le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Mais les entités territoriales décentralisées n'ont pas été... C'est-à-dire les constituants n'est pas allé jusqu'à leur confier leurs compétences aussi exclusives, aussi les compétences qu'ils partagent concurremment avec les provinces et différemment des compétences des provinces. Mais cela étant, les rapports ont été quand même bien ciblés dans cette loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Mais au début de la décentralisation, il y avait tellement de conflits à telle enseigne que le constituant lui-même devait réviser la Constitution pour dire qu'il y a tellement de conflits qu'aujourd'hui, avec la loi révisée, le 20 janvier 2011, on a donné au président de la République de dissoudre une assemblée provinciale si les dysfonctionnements continuent. Et bon, d'autres ont parlé d'un recul de la décentralisation, mais non, nous sommes là en train de donner de réguler un peu les fonctionnements de la République. Mais sinon, les fonctions, enfin, le pouvoir central et les provinces collaborent aujourd'hui tant bien que mal. Tout ceci répond de ce que moi, je peux dire acte 1 de la décentralisation qui était lancé en 2007 après les forums nationaux sur la décentralisation. Mais nous plaidons pour l'acte 2. Il faut qu'il y ait l'acte 2. En ce moment-là, tous les acteurs vont se retrouver autour d'une table pour non seulement évaluer aujourd'hui où est-ce que nous en sommes, quelles sont les choses qu'au début nous ne comprenions pas, parce qu'il y avait des tiraillements au début, et aujourd'hui nous avons vu un peu comment ça fonctionne, et qu'est-ce que nous pouvons avancer comme... nous pouvons démontrer comment avancer comme point positif pour capitaliser, et les points négatifs, essayer de corriger. Et cette libre administration des provinces aujourd'hui est-elle positive dans un contexte de la décentralisation? Oui, nous voyons que les provinces participent. Je vais faire une comparaison par rapport à avant, quand les provinces n'avaient pas une personnalité juridique, quand aux provinces il n'y avait pas un gouvernement digne de ce nom, un gouvernement provincial, quand il n'y avait pas les assemblées provinciales, le développement de ces provinces-là n'est pas à comparer aujourd'hui. Aujourd'hui, les provinces ont des initiatives. Ils prennent des initiatives selon ces principes-là, selon cette liberté d'administration. Aujourd'hui, elles sont bien avant, mais faut-il encore que tout l'arsenal juridique soit mise en place. Hein? Donc notamment cette loi-là, la loi de la fonction publique qui parle de services publics du pouvoir central, des services publics de province et des services publics des entités territoriales décentralisées, selon l'article 194 de la Constitution.
une fois elle est mise en place, c'est elle vraiment qui va donner le clou et les lignes de démarcation entre les trois paliers de pouvoir. Les assemblées provinciales jouent vraiment leur rôle comme il faut. Oui, les assemblées provinciales ont commencé timidement. Hein. Au début, c'était timidement parce que bon, on comprenait qu'on venait d'entamer un virage à 180 degrés en leur donnant des compétences pas les moindres hein, pour réguler tout ce qui concerne les provinces parce qu'ils doivent contrôler le gouvernement provincial, ils doivent coordonner tous les services publics de la province. Et nous avons fait une évaluation. La plupart des assemblées, vous savez, ils devaient voter des édits pour donner le budget à la province. Souvent, on s'arrêtait seulement à ce seul édit et il n'y avait pas une... Mais aujourd'hui, vous avez maintenant des édits comme ici dans la ville-province de Kinshasa, et bon, enfin, Kinshasa ayant statut de province, vous avez la DGRK, c'est inédit, et cette idée a commencé pour mobiliser les ressources propres de la province et partout dans nos provinces, nous voyons créer hein, les structures de mobilisation des recettes, parce qu'ils ont plusieurs noms, mais l'idée c'est de mobiliser les recettes de la province au lieu de s'occuper seulement de la fameuse, je ne vais pas dire rétrocession, parce que rétrocession n'est pas constitutionnelle, parce que la Constitution ne veut plus de la rétrocession. Ils ont beaucoup plus parlé de la retenue à la source, laquelle retenue elle est difficile. Et donc, on parle plutôt de la réallocation des ressources, selon les prescrits de l'article 175 de la Constitution. Ce qui concerne les assemblées provinciales, est-ce que les députés provinciaux sont vraiment informés de leur rôle? Est-ce qu'il y a une mise à niveau à ce stade-là? Il y a beaucoup plus de projets qui sont montés et mis en place pour appuyer et renforcer les capacités des élus locaux. Et c'est vrai qu'il faut 2 séances de mobilisation, de formation et participer à des conférences et à des ateliers pour qu'ils puissent comprendre le rôle qui sont les leurs pour le développement de leurs différentes provinces, parce que c'est une responsabilité, une très grande responsabilité. Donc ils doivent être imaginatifs, ils doivent être créatifs, parce que l'initiative des édits est à la fois consécutive aux gouvernements provinciaux et aux élus provinciaux, aux députés provinciaux. Donc, ils ne doivent pas attendre que les ministres provinciaux puissent proposer des lois. Avant de revenir à notre invité du jour, je vous propose de suivre à présent les comptes rendus d'un séminaire organisé du 6 au 8 février dernier à Matadi, au Bas-Congo, par le gouvernement provincial du Bas-Congo sur le leadership et la gestion axée sur les résultats pour une mise à niveau de ministres provinciaux de cette province. Ayant participé à ce séminaire, M. Norbert Yamba nous restitue l'essentiel de ce qu'il en était. Sénarec, qui est le service national de renforcement des capacités, puisse véritablement organiser une session, j'allais dire un atelier de renforcement des capacités de ses membres du gouvernement, dans la perspective que ces ministres soient plus efficaces, soient plus efficients pour que ça donne des résultats. Et c'est comme ça qu'avec l'appui de la Banque mondiale, le Sénarec a accompagné le gouvernement provincial du Bas-Congo sur le leadership et la gestion axée sur les résultats. Comment faire en sorte que les différents ministres, le gouvernement provincial, puissent affirmer son leadership et aussi mettre en application les techniques
des gestions axées sur les résultats. Comment travailler et avoir des résultats. Parce qu'on peut travailler sans avoir de résultats. Et là, il fallait véritablement organiser cet atelier de renforcement des capacités où les experts se sont retrouvés face à face aux ministres provinciaux, les différents directeurs de cabinet, les différents conseillers principaux du gouvernement provincial, pour qu'ensemble, on puisse voir véritablement comment le gouvernement peut affirmer son leadership et aussi travailler dans la perspective d'avoir des résultats. Voilà pourquoi nous avons été invités, nous, PERCG, le programme de renforcement des capacités en gouvernance, pour qu'on y participe et qu'on apporte notre expertise dans la perspective d'un échange fructueux entre les différents experts qui étaient sur place. Pour saluer véritablement la volonté politique du gouvernement provincial, surtout son gouverneur, qui a une très très grande vision, qui a estimé que pour qu'ils aient une mise à niveau, pour que ces ministres sachent ce qu'ils doivent faire, il faut mettre en place des bases solides. Les bases solides, ça veut dire en fait savoir comment on peut faire une programmation rationnelle et systématique, mais comment au terme de cette programmation déterminer les résultats, déterminer les indicateurs objectivement vérifiables, et qu'au terme naturellement de l'action gouvernementale, qu'on puisse évaluer pour dire on a prévu ceci, est-ce qu'on a réalisé, pourquoi on n'a pas réalisé, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la régulation ou la rétroaction. Ça, c'était un exercice pédagogique important. Et d'ailleurs, on est parti du fait que chaque ministre devrait exposer une sorte d'évaluation de son action sectorielle. Et on a auditionné les différents ministres, etc. Bien qu'avant cela, il y a eu des exposés techniques sur la macroéconomie par l'économiste principal de la Banque mondiale, résident ici, etc. Et la situation économique également du Bas-Congo, toujours par la Banque mondiale, en donnant les différents indicateurs. Et au moins, on connaît un peu la base. Et après, on a écouté les ministres. Et c'est sur base de cette écoute qu'on a formulé, n'est-ce pas, des félicitations, des remarques, des observations, pour que cela s'améliore. Pour que demain, avec le nouveau programme prioritaire de développement de Bas-Congo, que non seulement on a des activités, des actions qu'il faut mener, mais on détermine les objectifs objectivement vérifiables, les indicateurs objectivement vérifiables, les résultats entendus, en ayant un tel délai, on peut avoir tel résultat. Et c'est ça, justement, la pertinence de l'exercice. Aujourd'hui, on peut dire que le Bas-Congo, non seulement on a réussi des enseignements, de grandes expériences, parce qu'on a eu là, même des personnes qui sont venues d'autres pays, notamment l'ancien Premier ministre de Burkina Faso, qui est non seulement un scientifique, mais aussi un professionnel. Il a fait 5 ans comme Premier ministre. Il est consultant aujourd'hui à la Banque mondiale. Il a branché sur le leadership, il a branché sur la gestion axée sur les résultats. Et je crois que ça a donné la possibilité aux uns et aux autres de comprendre véritablement ce qui doit être fait. Et donc, tous ces éléments, ces acteurs faisant commune, avec les différentes données, il y a eu des discussions fructueuses. On a senti également que dans les chefs de ministres qui étaient en présence, ce sont des personnes de grande expérience. Il faut dire que l'ossature gouvernementale du Bas-Congo, c'est un gouvernement composé de personnes qui ont une histoire, de personnes qui ont un profil, un background, de personnes qui ont une expérience convaincante. Et ces discussions ont été une discussion non pas unilatérale, mais une discussion d'échange, chacun apportant son expérience, et c'est ça qui a fait une sorte de boostage de l'action gouvernementale du Bas-Congo. Nous entendons, et je suis rassuré qu'avec le dynamisme et la volonté volontariste du gouverneur de province, on peut avoir des résultats. On peut avoir des résultats. Nous revoici ici à la gare centrale de Kinshasa, d'où nous tournons aujourd'hui notre numéro 4 du magazine CAP sur la décentralisation. Avec nous, M. Albert Echumba, expert en décentralisation et conseiller du ministre de la fonction publique en charge de la décentralisation administrative et des questions de la modernisation de l'administration publique. M. Albert Echumba, il existe souvent un conflit de pouvoir entre le pouvoir central et les provinces en ce qui touche aux compétences.
aux compétences exclusives des provinces, aux compétences concurrentes entre le pouvoir central et les provinces et les compétences exclusives du gouvernement central. Quelle lecture faites-vous à ces sujets? Il ne devait pas y avoir de conflit pour une question que la Constitution a tranchée. La Constitution, dans ses articles 202, 203, 204, respectivement, qui fixent respectivement les compétences exclusives du pouvoir central, les compétences concurrentes entre le pouvoir central et les provinces, et les compétences exclusives des provinces, sont claires, sont même détaillées. Les compétences exclusives du pouvoir central, je crois qu'il y en a 25. Les compétences concurrentes, il y en a une trentaine. Et les compétences exclusives de province, il y en a 29. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? C'est l'adéquation entre ces compétences qui sont données aux provinces et les ressources consécutives rattachées, donc liées à ces compétences transférées. Parce que quand on transfère une compétence, on transfère les ressources liées. Et c'est là, c'est pas le conflit, mais c'est la difficulté. D'abord, nous avons participé, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, à une cérémonie des stratégies nationales des transferts de compétences, c'était du 16 au 18, où nous avons défini les 4 piliers, donc l'arsenal juridique et les ressources liées au transfert de finances, les ressources liées, aux compétences transférées en ressources humaines et le patrimoine, le partage du patrimoine. Après cet atelier, il y a un autre atelier qui a été organisé par la cellule technique d'appui à la décentralisation pour en dégager une feuille de route. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de la fonction publique, nous préparons l'atelier qui va appliquer maintenant pour opérationnaliser ces transferts de compétences. Les compétences sont déjà transférées par la Constitution, comme je disais tantôt, mais il faut le matérialiser, que ce soit opérationnel. Une compétence transférée avec quoi comme ressource? Cette ressource est-elle transférée en partie, en totalité ou pas du tout? Et c'est ça la question. Donc, les questions qui sont liées aux finances, par exemple. Je vais m'attarder sur ça parce que c'est le point le plus important sur les 40%. Les 40% sont, disons, alloués aux provinces. Et quand on alloue ces 40% aux provinces et qu'on dit 29 compétences sont transférées aux provinces, donc toutes les charges liées à ces compétences-là sont aussi transférées aux provinces. Parmi les compétences transférées, vous en avez 4 qui sont des compétences qu'on a estimées de proximité, dont les compétences sont transférées d'une manière exclusive. Donc je vais dire la santé, les PSP, l'agriculture, le développement rural. Si vous prenez l'éducation, vous transférez l'éducation parce que on a considéré ça des proximités. Et quand vous transférez l'éducation au niveau de la province, les pouvoirs centraux restent avec les normes. Les normes sont au niveau du pouvoir central. Ça voudrait dire que les provinces désormais doivent payer tout ce qui est charge liée à l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Et c'est là que nous avions fait la démonstration en 2009, que vous prenez la province comme le Bandundu, qui est la province la plus scolarisée au Congo, et le 40% des ressources, toute l'enveloppe des 40% des ressources liées à l'intérêt national, qui sont allouées à la province du Bandundu, serait englobé en totalité pour payer les enseignants et n'arriverait même pas
planir ou à payer tous les fonctionnaires parce qu'il faut 28 fois multiplier cette recette-là, cette enveloppe, la multiplier par 26 pour arriver à ne payer que les enseignants. Et nous n'avons pas encore entamé les autres provinces, les autres compétences qui sont transférées. Cet exercice, la plupart des gens disent, bon, vous nous le dites parce que vous avez pris une province qui n'a pas beaucoup de ressources. Nous avons pris nous avons fait le même exercice avec les Katanga. En prenant l'éducation, les Katanga participent à 35% au budget de l'État. Mais dans ces cas, les Katanga ont beaucoup plus de ressources, mais il est avéré que 75% de l'enveloppe de 40% serait affectée uniquement à l'éducation. Il resterait 25% pour faire d'autres. Donc, vous voyez, la difficulté ici, ce n'est pas de dire qu'il y a un conflit. La difficulté, c'est lier l'adéquation. Quand on transfère une compétence, ces recettes, les ressources liées à cette compétence doivent être à la portée de la province. Parce que la province a une libre administration aujourd'hui. Donc, personne d'autre ne viendra interférer sur son administration. Étant libre, elle est autonome, elle jouit de ses ressources d'une manière autonome. Et c'est ça en fait la difficulté. Nous n'avons pas encore entamé les compétences concurrentes. Nous savons que les compétences concurrentes, l'initiative de ces compétences peut appartenir soit au pouvoir central, soit aux provinces. Mais les constituants martèlent sur le fait que, comme la législation nationale prime sur la législation provinciale, un édit qui est pris au niveau de la province, parce que si la province estime que les compétences sont partagées et qu'elle prend une initiative à partir d'un édit, et s'il est avéré que l'édit